Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Au sommaire de ce 28 juillet, les bonnets rouges, garants des valeurs culturelles et traditionnelles, tendent la main au ministre Zéphirin Diabré avec l'engagement ferme d'être des apôtres de la réconciliation auprès des communautés à la base. Vous les entendrez en début de journal. Une semaine à Bitou, acte 3, le transit des marchandises dans cette ville carrefour. L'axe Ouaga-Cinquancé via Bitou est le principal axe en termes de trafic. Zoom sur l'activité douanière à Bitou. Difficile campagne agricole dans le grenier du Burkina. Les pluies se font rares dans la partie est et ouest de la boucle du Mouhoun. Les producteurs inquiets attendent également avec impatience les intrants agricoles, des difficultés et défis de cette campagne agricole. On en parlera avec le directeur général des productions végétales, Pascal Soubega, sera avec nous dans un instant. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Garant de la tradition, les chefs coutumiers attendent s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation en cours au Burkina. Ils ont réitéré le soutien hier au ministre d'État Zéphirin Diabré en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le point des échanges avec Sié Lassina Ouattara et Issia Kanana. Ces chefs coutumiers et traditionnels, membres de l'Observatoire des valeurs culturelles, échangent avec le ministre en charge de la réconciliation nationale. Venus des 13 régions du pays, ils sont là pour apporter leur contribution au processus de réconciliation. Convaincus que la paix et la cohésion sociale passent avant tout par une contribution des communautés à la base, ces garants de la tradition entendent ainsi jouer leur partition. Construire une nation, c'est chercher à développer toutes les régions de façon équitable. N'oubliez personne. C'est faire de l'inclusion sociale une réalité. C'est dépasser les barrières politiques et travailler sur nos valeurs sociales. C'est un travail d'ensemble. Tous les acteurs de ce pays doivent pouvoir se mettre à la tâche pour qu'on puisse avoir la paix dans ce pays. C'est l'essentiel. La réconciliation nationale est un processus de longue haleine selon ces chefs coutumiers. Face à Zéphirin Diabré, ils expriment leur disponibilité à être des porte-voix auprès des communautés. Les problèmes des communautés, plus les problèmes politiques, plus d'autres problèmes, ça fait beaucoup. Et nous voulons marquer notre disponibilité et apporter également notre pierre pour que la génération retienne que leurs dévanciers ont fait quelque chose. L'union, l'entente, la cohésion sociale, le vivre ensemble sont les valeurs cardinales pour le développement d'une nation. Foi de l'Observatoire des valeurs culturelles. Ils tendent ici la main au ministre Zéphirin Diabré afin qu'ensemble, ils puissent travailler pour une réconciliation nationale véritable au Burkina Faso. Réconciliation, refondation, reprise, un concept tout trouvé par l'homme politique Maître Herman Yaméogo. Le mouvement Rupture Positive 3R qui prône le dialogue sincère entre les Burkinabés a été lancé hier et regroupe 5 partis politiques et des organisations de la société civile. Benito Somé et Nyakiteda. Herman Yaméogo a encore créé la rupture collective fondée sur une trilogie: réconciliation, refondation et reprise, les 3 R. C'est un concept propre au Tékré du Burkina pour sonner la fin de la récréation. Selon lui, l'heure est grave et il faut changer la donne. Ce pays n'est le champ de personne. Ce pays, c'est notre champ collectif. Quand on est un digne fils de ce pays, voir ce qui se passe au Burkina Faso, et garder le silence. On ne peut pas. Trop, c'est trop, s'exclame le leader des 3 R dans une salle acquise à sa cause, et son mouvement sonne ici la cloche pour une solution collective qui passe par un dialogue franc et inclusif. On ne peut pas parler de dialogue national dans ce pays pour parler des problèmes du pays et sélectionner les gens qui vont aller dans ce dialogue. On ne peut pas faire cela. Regardez, écoutez aujourd'hui. On a des doutes que pour ce qui intéresse les élections, ce qui intéresse la CENI, ce qui intéresse les efforts, c'est ça qui intéresse les politiques. Mais quand on fait de la politique, c'est pour aussi servir le pays. Pour cela, il sollicite la libération des détenus de la MACA et le retour des Burkinabés en exil sans condition
avec à leur tête l'ancien président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ceux qui parlent du jugement de Blaise Compaoré, c'est une injustice de tous, c'est une aberration. Le 11 juin 2012, il a été amnistié, de même que tous les anciens présidents depuis 1960. Amnistié, ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite pour lui. Herman Yameogo n'est pas seul dans ces mouvements. 5 partis politiques et une dizaine d'organisations de la société civile l'accompagnent. Prochaine étape, une tournée dans les 45 provinces du pays. Du riz made in Burkina, les acteurs de la filière riz s'engagent à produire en quantité, en qualité et à moindre coût. Mais ils demandent au gouvernement de leur faciliter l'écoulement car le riz importé inonde actuellement le marché burkinabé. Ils sont en concertation depuis ce matin. À Ouagadougou, Souleymane Sanou, Moumouni Soubeiga. Dans presque tous les magasins et boutiques, le riz importé dicte sa loi au Burkina. Une situation qui passe mal aux yeux des acteurs de la filière. Réunis à Ouagadougou, ils veulent changer la donne à travers un plaidoyer pour la commercialisation de cette céréale. L'une des problématiques majeures la filière riz au niveau du Burkina, c'est le maillon commercialisation qui, malgré que en fait, la demande nationale en termes de consommation dépasse la production, il y a des difficultés à écouler donc la production nationale. Et je pense que c'est dans ce cadre que cet atelier trouve son intérêt. Producteurs, transformateurs, distributeurs, commerçants et partenaires sont donc à la recherche d'une solution. Déjà, il convient de mettre l'accent sur le renforcement de la production de riz de qualité. C'est un excellent moyen de faire valoir encore le potentiel de cette chaîne de valeur, de montrer les difficultés auxquelles la filière fait face et de faire un plaidoyer pour permettre aux décideurs de se pencher davantage sur les questions de législation, les questions de réglementation pour véritablement permettre un meilleur développement de la chaîne de valeur. Il y a des efforts qui sont faits, disons, au niveau de l'État, au niveau des marchés institutionnels. Si je vous prends les cantines scolaires où il y a la directive qui instruit à ce que ce soit les produits locaux, dont le riz, qui soient utilisés, mais il reste beaucoup à faire pour que le consommateur lambda, de plus en plus, considère le riz du Burkina comme son riz de préférence. C'est un atelier organisé par la Chambre de commerce, les acteurs de la filière riz et le consortium des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet Selling Quality Rice for a Better Income. Il compte adopter des recommandations au sortir de cette rencontre afin d'impliquer les autorités dans la promotion du riz made in Burkina. Je le disais en titre, cette campagne agricole s'installe difficilement dans les parties est et ouest de la région de la Bougoul du Mohun. Les pluies se font rares et les producteurs toujours dans l'attente des intrants agricoles, surtout l'engrais. Yves Ramba et Karim Ouedraogo, reportage. Nous sommes à Kibiri, à une vingtaine de kilomètres de Touma dans le Nayala. Ici, Yaya Paré et sa famille sèment de l'arachide. Ils exploitent un champ d'une superficie de plus de 5 hectares. Nous avons fini de semer le petit mil, le sorgho et le maïs. Nous sommes actuellement en train de semer les arachides. Juste après ça, nous allons attaquer le sésame. Comme eux, la plupart des producteurs de cette localité poursuivent toujours les opérations de semis à une semaine de la fin du mois de juillet. L'année dernière, on a commencé très tôt et nous avons même commencé en mai. Mais cette année, malheureusement, comme il n'y a pas de pluie, nous sommes obligés de commencer en juillet. Non loin de Kibiri à Touma, c'est le sarclage dans le champ de Jérémy Toué. En plus des difficultés liées à la pluviométrie, il a du mal à se procurer l'engrais subventionné. Et puis avoir au moins 2 sacs, mais ce n'est pas suffisant. Bon, moi, il me faut au moins 6 sacs pour pouvoir, MPK et 4 sacs et puis IRE et 2 sacs là, ça peut. Actuellement, bon, il n'y a pas d'engrais. Au niveau de l'agriculture, j'ai même passé là-bas, on dit que, en tout cas, il n'y a pas d'engrais, il y a manque d'engrais. Au tout lieu, même constat. À Touga, dans le Sourou, c'est la course contre la montre pour rattraper le retard.
Les opérations de semis ont débuté en fin juin et se poursuivent actuellement. Certains plans sont au stade de levée. En ce qui concerne les intrants subventionnés, la quantité disponible est insuffisante pour le moment. Une situation due à un retard de mise à disposition des intrants par les prestataires internationaux, selon les responsables en charge de l'agriculture, ce qui n'est pas sans conséquence sur les cultures. C'est avant-hier que nous avons reçu, en tout cas la totalité des intrants pour les 5 autres communes qui restent. Bon, le retard par rapport à la mise à disposition des intrants, je pense que ça va jouer un peu sur, en tout cas, la croissance des plants. Voilà. Quand on voit certaines parcelles, que le maïs par exemple, qu'on a semé 3 semaines, 4 semaines, voilà, on a sarclé, voilà, on n'a pas d'intrants pour appliquer. En tout cas, ça va forcément jouer, en tout cas sur la croissance des plants et forcément sur le rendement. Avec la régularité des pluies observées ces derniers temps, les producteurs gardent espoir malgré l'installation tardive de la campagne. Donc je dis qu'avec la lue là, ça peut aller. Si la pluie continue en tout cas, on se dit que ça va marcher. Là où on est aujourd'hui quand même, la situation dans l'ensemble, en tout cas on a pu rattraper les retards là, avec la régularité des pluies, voilà, et la bonne répartition également. Sinon effectivement il y a un retard qui a été acquis, mais aujourd'hui quand on voit la physionomie des plants, voilà, nous sommes satisfaits en tout cas quant à l'évolution actuelle. Dans la Boukou de Mouhoun, les provinces des Baouan et des Balais sont les mieux arrosées depuis le début de la campagne agricole selon le directeur régional en charge de l'agriculture. Les prévisions en production céréalière s'élèvent à 1 067 000 tonnes pour cette campagne agricole. Voilà, c'était un reportage de Karim Ouedraogo sur place. On en vient à la page entretien de ce journal. Notre invité est Pascal Soubega, directeur général des productions végétales. Bienvenue, M. Soubega. Merci, M. Dadian. Merci de nous avoir invités pour cet échange. Nous sommes en fin juillet et vous l'avez vu dans le reportage, on continue de s'aimer par endroits. Faut-il craindre pour cette campagne agricole? Non, je pense qu'il n'y a pas à trop s'alarmer pour l'instant parce que le plus important en matière de production agricole, ce n'est pas le début de la campagne, mais c'est sa fin. Ça veut dire que si, même si on démarre tard et que les pluies se prolongent, comme on l'a vu l'année dernière, ça veut dire que ce qui était considéré comme un retard au départ pourrait être rattrapé à la fin par les pluies. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. La deuxième chose, c'est que vous avez vu qu'après un certain moment de sécheresse, les pluies sont de retour. Et donc, l'espoir est vraiment permis. Déjà, les intrants ne sont pas encore arrivés. Et là où on peut en trouver, c'est cher, c'est ce que disent les producteurs. Comment vous expliquez ça? En fait, le Burkina est victime, comme d'autres pays, comme pratiquement tous les pays à travers le monde, donc d'une crise, j'allais dire, au niveau des engrais. Parce que du fait de la Covid-19 qui a entraîné un confinement dans les grands pays de production, alors la production a fortement baissé et la matière première même manque. Nous suivons par exemple un bulletin assez régulier de l'association ouest-africaine de l'engrais qui montre que pratiquement tous les pays sont touchés. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a rupture, c'est ce que le bulletin dit. Le Ghana, il y a rupture, ça c'est en Afrique de l'Ouest ici, tout comme au Burkina, il y a rupture. Vous allez au Maghreb, je prends le cas de l'Algérie, il y a rupture. En Afrique australe, l'Afrique du Sud, la Zambie, il y a rupture. En Afrique centrale, vous prenez le Rwanda, il y a rupture, et même dans d'autres pays. Donc, et comme la production a baissé, et tout ce qui est rare est cher, disent les économistes, les prix ont flambé. Donc, du coup, et beaucoup d'importateurs se retrouvent aujourd'hui avec deux problèmes. La rareté du produit et des coûts qui sont assez excessifs. Donc c'est ce qui explique que nous soyons dans ce contexte. Mais bon, au niveau du ministère quand même, nous avons fait l'effort de pouvoir disponibiliser un tant soit peu les engrais parce que nous avions
que nous avons déployé. Nous avons un stock que nous avions constitué l'année dernière, que nous avons déployé. Ce n'est certainement pas suffisant, mais c'est déjà ça. Mais il y a aussi quand même des initiatives, des commandes qui sont en cours, qui attendent d'être livrées. Il y a un fournisseur qui a déjà pu livrer pour 4 régions, donc Sud-Ouest, Cascade, au bassin et boucle du Mouhoun. On attend la livraison donc d'un autre fournisseur. Mais il y a aussi que la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole que le gouvernement a mis en place avec les acteurs privés se bat actuellement pour faire entrer environ 17 000 tonnes qu'ils ont pu acquérir au Togo avec l'appui du ministre en collaboration avec son homologue du Togo. On a pu de façon exceptionnelle avoir à travers cette centrale là, 17 000 tonnes qui sont en train de quitter Lomé. Les camions sont en train de quitter Lomé. Et grâce au Minefeed, il y a une facilitation pour le passage en douane pour qu'on puisse recevoir ça assez diligemment. Donc c'est dire que aussi bien le gouvernement que les acteurs au niveau de l'accaillement, il y a cette synergie-là qui va permettre de réduire un tant soit peu donc cette difficulté sur le terrain. Mais est-ce que ces engrais n'arrivent pas en retard? Non, bon, les engrais, vous voyez que les gens sont encore en train de semer. Voilà, pour certainement les semis précoces, oui, mais vous savez que les semis aussi se sont étalés. Pour l'instant, les semis ne sont pas terminés. On est dans la fourchette de 75 à 100%, donc ça veut dire encore qu'il y a des possibilités. Et il faut se dire aussi que lorsque vous semez, vous avez un temps pour appliquer l'engrais. Ça va de 2 semaines à 4 semaines, par exemple pour le NPK et l'urée. Donc, vous avez quand même encore la possibilité, si l'engrais est disponible, de procéder à l'application. DG, les producteurs vulnérables, c'est une promesse que le gouvernement les a faite, de leur donner des engrais subventionnés et des équipements. Est-ce qu'ils peuvent toujours espérer? Oui, moi je crois que pour les engrais, pour le stock que nous avons déployé et pour le stock également que l'un des fournisseurs a livré, c'est en cours de distribution actuellement. Et le problème que les gens avaient, c'était surtout qu'avec la sécheresse, ils ne pouvaient pas appliquer cet engrais. Et je crois que le retour des pluies va permettre donc de passer à cette opération assez rapidement. Mais je comprends votre souci, parce que le problème, c'est vraiment les quantités cette année qui sont faibles. Mais ça, c'est lié au contexte international dont j'ai parlé tantôt, et qui fait que le produit est rare. Non seulement parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce problème d'accès aux engrais a conduit 2 de nos fournisseurs à désister pour les marchés qu'ils avaient reçus, parce qu'ils ont dit que les prix sont tels que les prix qui sont proposés ne leur permettent pas d'acquérir des engrais, et ils ont renoncé au marché. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment la situation est assez quand même préoccupante en termes de marché des engrais cette année. DG, on parle depuis belle lurette de la mécanisation agricole au Burkina, mais le constat que l'on fait, on voit un peu rarement ces tracteurs-là sur le terrain, quand on sait que l'agriculture burkinabé est beaucoup plus l'agriculture familiale. On continue à cultiver avec l'adaba. Est-ce les équipements qui font défaut, ou ce sont même nos producteurs qui sont un peu réfractaires à la mécanisation? Non, les producteurs ne sont pas réfractaires, bien au contraire, ils en font la demande, et nous avançons aussi en fonction de nos moyens. Mais voyez-vous, le besoin sur le terrain est tel que les efforts que nous faisons semblent ne pas être visibles. Mais quand vous regardez les efforts qui sont faits depuis 2019, c'est quand même des centaines de tracteurs qui sont injectés dans l'agriculture. Mais l'approche aussi est peut-être telle que ce n'est pas visible, parce que ce n'est pas nécessairement des producteurs individuels qui sont équipés, mais c'est des sociétés coopératives qui sont et qui bénéficient des équipements et qui font aussi de la prestation de services. Parce que je dis toujours, le producteur n'a pas forcément besoin de posséder un tracteur, il a besoin du service du tracteur. Et ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que la politique qui est enclenchée
est installé dans la durée. Et vous savez par exemple que pour cette année, avec les instructions que le président du FASO a données, il y aura une acquisition de 1000 tracteurs qui vont être subventionnés à 50%. Donc, dont 500 pour les cotonculteurs et 500 pour les autres acteurs. Donc, c'est quand même, ces 1000 tracteurs vont venir s'ajouter à d'autres acquisitions qui vont être réalisées à travers voilà, les projets et programmes et à travers aussi d'autres acteurs que le ministère accompagne, tels que les fêtières, donc des organisations paysannes. Déjà, l'une des initiatives du président du FASO, c'est de produire 1 million de tonnes de riz paddy. Est-ce que cet objectif est tenable cette année? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'année dernière, nous sommes arrivés à un taux d'augmentation de 20%. Et nous pensons qu'avec les efforts qui sont déployés cette année en termes de superficie, mais également en termes d'engrais, parce que le peu d'engrais même que nous avons eu, nous avons mis 30%, rien que pour la riziculture, et avec les semences bien sûr qui accompagnent. Mais ce que je veux dire par rapport à cette opération, c'est que le doute est déjà un début d'échec. Et nous ne sommes pas dans la dynamique du doute, encore moins donc de l'échec. Dans tous les cas, il faut savoir que c'est aussi l'affirmation d'une volonté politique et il faut que nous prenions conscience que c'est quelque chose qui est réalisable. Pouvoir produire nous-mêmes notre riz de façon suffisante, c'est quelque chose qui est réalisable dans ce pays au regard du potentiel donc, qui existe en termes donc, de périmètre, de bas-fonds qui peuvent être aménagés, en termes aussi de politique avec la volonté actuelle qui accompagne l'agriculture. Et je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Voilà. Merci, M. Pascal Soubega, pour les échos de cette campagne agricole. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la production végétale. Restez avec nous pour la suite de ce journal et nous irons à la découverte des membres du comité d'organisation des UACO, les universités africaines de la communication, 12e édition, présidée cette année par Pascal Yimbouani Tchombiano, directeur général de la RTB. Le professeur Théophile Balima, lui, préside le comité scientifique. Le point en image avec Amadou Ilboudou et Caroline Ouari. Je voudrais donc, à cette occasion, déclarer installer le comité national d'organisation de la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Des réflexions innovantes pour la réussite des UACO en novembre prochain, voici exprimer l'attente du ministre de la Communication envers les comités d'organisation. Le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina est désigné pour piloter le comité national d'organisation des UACO QV 2021. Quant au comité scientifique, il est présidé par le professeur Serge Théophile Balima. Les expertises des deux personnalités sont reconnues dans le secteur de la communication. Il s'agira ici dans ces UACO de ne pas compétir, mais en tout cas sur la base de thèmes, de thématiques, sur la base de visions convenues par le comité scientifique essentiellement, de bâtir en tout cas des échanges, de communication pour nous enrichir aussi bien pour nous les journalistes, les communicants burkinabés, mais aussi pour l'ensemble du continent, sinon j'allais dire pour le monde entier. Il suffit de regarder dans les rétroviseurs des 11 éditions passées pour se rendre compte que ce n'est plus une édition simplement africaine, mais c'est une édition internationale et qui concerne l'ensemble des experts du secteur de la communication. Ce rendez-vous est avant tout celui des praticiens et théoriciens de la communication. Cette édition qui se prépare se fait un devoir de le tenir comme tel. Ces UACO se sont révélés donc au fil du temps, depuis leur création, comme étant un espace d'excellence, comme étant un espace de formation, comme étant un espace d'échange entre les praticiens, les théoriciens du secteur de la communication, comme étant aussi un champ de récolte où après chaque UACO, nous pouvons tous repartir avec des richesses en matière de connaissances dans le secteur de la communication.
Tribune reconnue comme celle des échanges et de l'apprentissage, les UACO s'ouvrent non seulement aux experts, mais aussi aux étudiants et autres publics intéressés par les thématiques. Nous voilà à Bitou au 3e jour de notre séjour dans cette ville Carrefour. Nous nous intéressons à l'activité douanière. La commune de Bitou dispose d'un bureau principal de douane avec une annexe en position avancée à la frontière du Ghana. Un bureau qui s'occupe du transit des marchandises et le contrôle des voyageurs. Souleymane Seno. Sekuzongo reportage. Le poste de douane de Bitou, implanté dans la commune avant les indépendances et précisément en 1956, un véritable poumon économique aussi bien pour la commune que pour le budget national. La douane de Bitou est réduite aujourd'hui aux activités de transit des marchandises, à la mise à la consommation, à la lutte contre la fraude et au contrôle des voyageurs. Dès sa création, le bureau de douane de Bitou couvrait 2 frontières, celle du Togo située à 39 km et du Ghana à 15 km de Bitou. Mais depuis la création du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, le poste de douane de Bitou a perdu son lustre d'antan. Avant la mise en œuvre du PCJ, le bureau couvrait 2 frontières. Et il va sans doute qu'avec la mise en œuvre du PCJ, actuellement, le bureau couvre seulement une seule frontière, donc l'activité a fortement baissé. Premièrement, c'est vraiment une baisse de trafic au niveau de Bitou, parce que si on prend à titre d'exemple, en 1995, le bureau de douane de Bitou a traité plus de 95 000 véhicules en transit, contre pratiquement moins de 6 000 en 2020. Vous voyez quand même l'écart que ça crée. Donc pour montrer à quel point l'activité au niveau des bureaux de douane de Bitou a baissé. Une baisse des activités douanières qui n'est pas sans conséquence. Les recettes de ce poste au profit du budget national ont considérablement chuté et l'effervescence autour du poste de douane s'est beaucoup estompée. C'est grâce à la douane d'ailleurs que nous avons été érigés en commune urbaine. C'est grâce à la douane qui était là qui a boosté le développement de la commune et beaucoup de jeunes y trouvaient leur compte. Tout le monde était satisfait, quoi. Mais depuis le départ de la douane, Bitou est resté, nous sommes en désarroi, ça ne va pas du tout. Autour de l'ancienne douanière s'est mêlé un certain nombre d'activités au regard du trafic qui s'est passé ici. Mais depuis la mise en œuvre du PCJ, ces activités ont connu vraiment un ralentissement et ça se ressent même sur le quotidien même, au niveau même de la ville. En tous les cas, Bitou reste une ville carrefour avec ses corollaires, le grand banditisme, le trafic de stupéfiants et la fraude, en témoigne ce couloir situé à la frontière avec le Ghana. Le travail des services de douane devient complexe quand on sait qu'en plus de ces maux, le manque de collaboration des populations constitue un véritable handicap. Malgré tout, les résultats sont encourageants. Nous avons pu quand même, au cours de l'année 2020, quand même, saisir un certain nombre de produits, notamment la drogue, du chanvre indien, d'une 60aine de kilos. Voilà, dans nos activités de lutte contre la fraude, on a pu également saisir du sucre en poudre. Vous savez que le sucre est soumis à autorisation spéciale à l'importation. De l'huile alimentaire également, qui est également soumis à autorisation spéciale. Et si nous faisons en fait le point en 2020 par rapport à ce que nous avons fait, on peut estimer en tout cas, en dehors, si on met en dehors de la drogue, et les autres produits, ce sont des produits d'une valeur de plus de 50 millions, en fait, que la brigade de l'île a pu saisir, en tout cas dans le cadre de ces activités, voilà, de lutte contre la fraude. Le bureau de douane de Bitou reste important, nonobstant la création du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Pour rester viable et profitable à l'ensemble de la commune, appel est lancé à la population à une meilleure collaboration. Si vous êtes sur l'axe Ouagadougou,
Cinquancé via Bitou, vous verrez passer des camions en provenance du Ghana, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Cette route est aujourd'hui le principal axe du Burkina Faso en termes de trafic. Conséquence, des embouteillages à n'en point fini dans la ville de Bitou. Reportage de Souleymane Sanouf et Sekou Zongo. La croix et la bannière pour les camionneurs sur l'axe Bitou 50C. Nous faisons face aux bouchons chaque jour. Il faut qu'on trouve une solution. Une longue file, des camions qui avancent à pas de tortue, par choc contre par choc. Des motocyclistes et des piétons obligés de faufiler entre les camions pour se frayer un passage. Bref, c'est le visage que présente la ville de Bitou après l'ouverture de la barrière douanière. Un spectacle qui dure depuis des années. C'est une situation qui occasionne beaucoup d'accidents. Regardez vous-même la file. Il y a beaucoup de trafic de route là même, c'est pas bon. Là, on est trop fatigué quoi. On va faire comment? C'est doucement, doucement. On va partir doucement. Ici, là, il n'y a pas plage. C'est comme ça. Hein? Comme l'appareil là, ça ouvre un peu en retard, ça fait que la pluie est beaucoup ici. Ça charge de séquence. Vraiment, il y a beaucoup de séquences, on fait beaucoup de séquences. C'est assez, mais on n'a rien fait d'avant. C'est assez gratuit ici. D'abord, Cette densité du trafic à Bitou n'est pas sans conséquences. Et ce sont les conducteurs de camions qui en font les frais. Perte énorme de temps et de carburant sur un tronçon de moins d'1 kilomètre et accentuée par l'acquittement obligatoire des taxes communales, dites taxes de stationnement. Voilà, le parking là c'est trop gâté. Et puis tous les jours on prend l'argent, chaque camion 1000 francs. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Au fait, c'est des tickets de stationnement pour les camions gros porteurs. Bon, à l'aller, ils prennent le ticket à 1000 francs, mais le retour, ils viennent stationner dans la commune sans payer le ticket encore. Le ticket, ça se paye une seule fois seulement. Le conseil communal dit être conscient des défis à relever en termes de disponibilité d'espaces de stationnement. Il appelle les usagers à plus de civisme fiscal afin d'avoir les moyens de ses ambitions. Merci Souleymane Sanou et Sekou Zongo. On vous retrouve demain pour d'autres reportages sur Bitou. Réformons cette édition avec la revue de presse de ce mercredi à la une. La présentation de la coalition Rupture Positive 3R, un regroupement d'OSC de partis politiques. Nos confrères s'intéressent également à la rencontre inédite entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo hier à Abidjan, les grandes décisions du 9e TAC et la sortie de la QV 2021 de l'Académie de police à Pabré. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Débuté le 24 juillet dernier, les travaux du 9e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont connu le clou hier mardi. Et des grandes décisions sont en préparation, parmi lesquelles la question de la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou. Une question apparemment qui fait des gorges chaudes et les gouvernements burkinabés et ivoiriens se réservent le droit de dénoncer la convention initiale avec le partenaire Bolloré Transport Logistique. Ce qui amène Sidouaya à orthographier à sa une réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Ivoiriens et burkinabés menacent de changer d'opérateur si point de suspension. Et comme on pouvait s'y attendre, ce 9e sommet du TAC entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne pouvait occulter les questions sanitaires et sécuritaires. Ces questions ont bien été traitées par le Conseil conjoint et l'Obs de titrer 9e traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, le Conseil de gouvernement sous pression Covid et djihadiste. Restons du côté de la Côte d'Ivoire pour évoquer cette actualité, la rencontre entre Ouattara et Gbagbo. Ado et Laurent Gbagbo se rencontrent enfin après plus de 10 ans, se soulagent des éditorialistes. Rencontre de courtoisie, se défendent les partisans de l'enfant de Mama, mais pour l'analyste de l'Observateur Palga, cette rencontre va bien au-delà
car les deux personnalités ne pouvaient se contenter des salam alek, alors que la rencontre s'inscrivait avant tout dans le sens de la réconciliation. Et puis un mouvement dénommé Rupture Positive 3R dans l'univers politique burkinabé. La naissance de cette coalition de partis politiques est reprise par les quotidiens. À la tête de cette coalition, Maître Herman Yameogo. Il définit ce concept des 3R en ces termes: réconciliation, refondation, reprise, une définition qu'affiche l'Express du Faso. Pendant ce temps, de nouvelles compétences de la police nationale viennent apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité et selon le souhait du président du Faso, les 110 policiers nouvellement sortis doivent se tenir dans l'unité pour vaincre l'île terroriste. Le doyen des quotidiens burkinabés écrit à ce sujet: sortie de promotion, académie de police, unité dans la lutte contre le terrorisme. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.